Chapitre 39. Des larmes roulaient depuis le bandeau sur les joues de Stena. Goutte après goutte, elle se métamorphosait en pierre lorsqu'elle se détachait de son visage pour tomber en une pluie de gravier depuis le ciel. Il volait depuis 2 longues heures sur le dos d'Anorine, toujours changé en hippogriffe mort-vivant. Il perdait sans arrêt de l'altitude. L'ours Nandi était trop lourd à porter pour lui. Ils avaient déjà dû faire 2 arrêts. Chaque fois, il se posait suffisamment loin des files de réfugiés qui se dirigeaient vers la Pythie. Cette ville côtière constituait le dernier espoir de traverser le fleuve Océan pour fuir vers Asia et l'ultime rempart des forces d'Europée. N'imagine pas le pire, Stena. Sans doute ne lui est-il rien arrivé. Mais la voix de baryton du prof trahissait son inquiétude. J'aurais dû mieux la surveiller. Ce n'est qu'une enfant. Elle est peut-être morte à l'heure qu'il est. Cela ne sert à rien de se morfondre, Stena. Tout espoir n'est pas perdu. J'aimais bien cette petite. Je commençais à la considérer un peu comme ma fille. Stena fondit brutalement en sanglots devant le prof désemparé. Tant bien que mal, dans leur position de cavalier volant un dos d'hippogriffe, l'ours Nandi lui passa une de ses grosses pattes autour des épaules. À ce que le prof avait pu comprendre dans leur fuite précipitée, leur exploration souterraine s'était compliquée. Ils ne s'étaient pas perdus dans les galeries. Grâce au savoir oral de Koum, ils avaient trouvé le premier fragment de la relique maudite. C'est alors que les choses s'étaient gâtées. Ils avaient perdu Sélène et fait une mauvaise rencontre. La fille avait disparu en ouvrant une trappe de transportation magique qu'ils n'étaient pas parvenus à rouvrir et qui, selon une chanson de Koum, permettait aux nains de voyager un peu partout dans le monde. Sauf que les nains avaient la réputation d'être de piètres magiciens. La chanson le disait bien d'ailleurs, seul un nain sur 2 revenait un jour. Alors qu'ils cherchaient Sélène dans les ruines de la cité naine, ils étaient tombés nez à nez avec l'archange lui-même et ils avaient dû fuir en catastrophe. Étant donné la dangerosité reconnue du personnage, ils ne devaient probablement leur survie qu'à un coup de chance. Ils se posèrent à nouveau, le temps pour Anorine de reprendre son souffle. Il n'était plus qu'à 1 vol de la Pythie. Le prof lisait à travers les mines déconfites de ses amis que chacun pensait comme lui. Sans doute avait-il fait le mauvais choix. Mais que pouvait-il contre une des créatures les plus puissantes de la Terre, plus terrifiante même que Stena ou Atkoum dans son état de folie meurtrière? On a fait une connerie. Faut qu'on y retourne pour chercher mieux la gamine. C'est vrai qu'elle a pu réapparaître après notre départ, Dit Gunshi. Allons-y. Dit Stena. Peu importe ce qu'il arrivera. C'est du suicide. Dit l'ours Nandi. Elle a pu être conduite n'importe où sur un des 3 continents. Les trappes de transportation magique sont organisées en réseau interconnecté. Ta gueule! C'est trop long. On y retourne. Et il y a un autre problème. Ma revenance va prendre fin prochainement, et je ne sais pas sous quelle forme je vais revenir. Je ne pourrai peut-être même pas nous ramener au marécage. Alors qu'ils s'interrogeaient sur la meilleure stratégie à adopter, ils aperçurent une harpie volant à leur rencontre. Rien de grave. C'est une émissaire de l'oracle. Dit Stena. Voyons ce qu'elle nous veut. La harpie était une créature ailée grande comme un homme, possédant un corps d'oiseau avec un buste et un visage de femme. Ses serres puissantes et griffues pénétrèrent profondément le bois de la branche sur laquelle elle se posa. Elle parla fort, avec une voix criarde. Bonjour! Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un ours de charme, un gnome, une gorgone, un hippogriffe MV, le revenant, je suppose, et une tête de mort. L'oracle a prédit que vous viendriez. Nous vous cherchions. La jeune fille est sous sa protection en ville. Il n'est pas nécessaire de retourner mourir dans les marécages. Comment est-ce possible? Je n'en sais rien, puissante gorgone. Inutile de me poser des questions, je ne suis qu'une messagère. Suivez-moi sans crainte. Incrédules, ils s'exécutèrent. À mesure qu'ils se rapprochaient de la cité de la Pythie, ils virent les flots de réfugiés grossir. Ils étaient tellement nombreux qu'un campement gigantesque s'étalait bien au-delà de la ville. Une armée organisée, les soldats de la cité sans doute, avaient pris position en plaine, filtrant le flot de fuyards tout en assurant un rempart entre eux et les nomis qui ne tarderaient pas à arriver. Partout, des défenses étaient installées sur les immenses prairies qui entouraient les 3/4 de la ville. Des créatures creusées, barricadées, fortifiaient la plaine pour protéger le camp des réfugiés de la bataille qui approchait. Une partie de la cité était ouverte sur le fleuve Océan gigantesque, au-delà duquel on ne distinguait pas Asia.
Il fallait compter 2 semaines, au moins, pour en faire la traversée. Les portes de la Pythie étaient grandes ouvertes, mais il n'y avait qu'un seul bateau dans le port. Ils survolèrent la cité avec ses nombreuses maisons très blanches, aux volets bleus azurés et aux toits de tuiles orangées. Ils se rendaient en direction du palais de l'oracle qui, depuis 300 ans, surplombait la ville. Juché sur un promontoire rocheux, l'imposant bâtiment écrasait la ville basse de sa masse. Il avait la forme d'un cube tout en pierre de taille blanche, percé de nombreux trous. Il était surmonté de 4 tours plus étroites, aux motifs torsadés, et qui venaient soutenir un hémisphère presque aussi large que l'était la forteresse principale. De multiples agrandissements plus modestes étaient venus se greffer à ce cube au cours des siècles, donnant une impression désordonnée à l'ensemble. Un jardin était aménagé au sommet du palais, sur la partie plate de l'hémisphère. À une extrémité, une terrasse de pierre semblait faite pour atterrir. Ils allaient dans cette direction. À peine eurent-ils posé un pied à terre qu'une furie à la tignasse rousse se précipita dans les bras de Stena et l'étouffa de câlins. C'était Sélène, coiffée et bien apprêtée. Puis vint le tour du prof et celui de Koum. Ce dernier se débattit tant bien que mal. La jeune fille salua Anorine et Gunshi, qu'elle ne connaissait qu'à peine pour le moment. L'oracle arriva et coupa court à leurs effusions. C'était une créature humanoïde, à la peau bleue, d'une race ancienne, qui avait été exterminée depuis longtemps, et dont le nom s'était perdu. Bien bâti, il semblait âgé d'une 40aine d'années. Sa tête était plus allongée que la moyenne, et ses yeux d'un bleu intense, presque lumineux. Il avait 3 faces, mais ne parlait que par l'une d'elles. Ses pouvoirs de prédiction étaient connus dans le monde entier. Le prof et les autres s'agenouillèrent. Stena dit juste « Salut. » Bonjour Stena. Ça faisait longtemps. Vous vous connaissez ? s'étonna le prof. On a été amants. Dit Stena. Il n'y avait pas de passion dans sa voix. 5 années d'amour. C'est en me manque, ma belle. Pas moi. Je ne supportais plus que tu anticipes nos disputes avec tes dons de voyance. C'était un calvaire pour quelqu'un d'aussi sanguin que moi. J'avais besoin que ça sorte. Maintenant au moins je peux laisser libre cours à mes émotions. Je suis heureuse ainsi. Un silence figea tout le monde, Ceci est du passé. dit l'oracle. Vous vous apprêtez à me demander ce que Sélène fait ici. Je l'ai recueillie après qu'elle fût sortie d'une trappe scellée de ma chambre. Notez que je ne connaissais pas l'existence de ce système magique et que je ne savais pas que cet événement allait se produire. J'ai donc eu très peur. C'était il y a 6 semaines. Le prof ouvrit la bouche, mais fut interrompu avant d'avoir prononcé un mot. Je sais, elle n'a disparu que depuis quelques heures pour vous. Toutefois, la trappe qu'elle a empruntée l'a conduite en dehors du temps et de l'espace. Je ne comprends pas trop comment tout cela fonctionne. Seuls les nains qui ont construit ces portes seraient capables de nous expliquer leur magie, domaine dans lequel ils ont toujours eu la réputation d'avoir été exécrables. Pour la première fois en 5 siècles d'existence, je ne sais rien de quelqu'un. Je ne vois rien de l'avenir proche de Sélène. Je suis aveugle, et lorsque je la touche, mon pouvoir s'éteint. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que cela me procure. Stena voulut parler, mais l'oracle l'interrompit. Je sais, son pouvoir est fascinant, mais nous aurons tout le temps d'en discuter dans les heures qui suivront. Une nouvelle menace plane sur le monde depuis le dernier cycle. Une menace s'est réveillée, une force dont je ne comprends pas la nature. Peut-être est-ce Sélène, mais elle ne semble pas dangereuse. Je ne veux faire de mal à personne. Dit l'intéressé. L'oracle continua en approuvant. Je pense que vous avez bien fait de récupérer le fragment de la relique maudite que votre ami tente de me cacher. Ils regardèrent Atkoum, qui dissimulait maladroitement l'objet dans son dos. L'objet dont il est le fragment reste le point de convergence de tous les pires futurs de la Terre. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit d'insultant, jeune technome, je préfère te dire de fermer ta gueule. Putain, j'ai rien. Ces avenirs sont trop lointains pour que je puisse vous dire de quoi il retourne. Le MV originaire d'Asia sait désormais où se trouve un autre fragment. J'ai vu que ce serait votre prochain objectif si vous survivez à demain. Dans l'immédiat, je sais que les armées de l'Élysée sont déjà en marche. Elles camperont dans quelques heures devant nos lignes et attaqueront au petit matin. Même avec les qualités de stratège que me prodigue ma vision à court terme de l'avenir, je ne pourrai l'emporter. Voir les futurs possibles ne compense pas notre infériorité numérique complète. Inutile de me demander pourquoi le magistère n'a pas dépêché sa flotte pour nous évacuer. Il veut que nous nous battions jusqu'à la mort pour affaiblir l'ennemi et espère ainsi nous y contraindre. La victoire ou la mort. Cette stratégie de sa part est stupide. J'ai d'ailleurs vu que le magistère va perdre cette guerre.
Je le lui ai dit et ça ne lui a pas plu. Ce cycle n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose de nouveau cette fois-ci. Ne soyez pas si vulgaire, jeune technome. Mais c'est pas juste, merde, j'ai même pas eu le temps de... Votre ami Dasia a aperçu des bribes du danger qui se profile à l'horizon. J'ai effectivement vu beaucoup de machinerie inconnue, comme sortie de l'ambre des strates géomanciques. Et c'est bien de là qu'elles proviennent. Elles ne sont pas de ce monde. C'est pour cela que les artefacts prisonniers de l'ambre se désagrègent d'habitude. Il m'est impossible de voir la chose ou la personne qui les anime. Je la situe sans mal, mais ne distingue qu'une ombre noire. Le même phénomène d'ailleurs se produit avec Sélène. Je ne sais pas si leur usage modifiera les lignes des futurs. Plus l'avenir est éloigné, plus flous sont les détails. Si je fais abstraction de ce qui entoure la fille, je distingue toutefois assez bien ce qui se passera demain. Je dispose d'un navire à bord duquel se trouvent tous ceux dont je suis sûr qu'ils survivront à la bataille. Il vous embarquera vers Asia. Quoi qu'il arrive, vous quitterez Europée demain à bord de mon bateau, tandis que les créatures qui campent devant la cité et mon armée mourront contre les forces de l'Élysée. Je sais, c'est triste. Nous ne pouvons rien changer à cela. En attendant, vous pouvez passer une nuit de repos bien méritée dans mon palais, à l'exception de vous, le revenant. La forme sous laquelle vous allez revenir dans l'heure qui vient rend impossible le fait que je vous héberge. Vous détruiriez mon palais. J'ai toutefois déjà veillé à ce qu'on vous prépare 3 bœufs rôtis pour vous nourrir, malgré les restrictions. Anorine se mit en position pour déclamer quelques vers, mais n'en eut pas le temps. Oui, vous allez réapparaître sous une grande taille, celle d'un dragon noir, mais rassurez-vous, mes serviteurs vont s'occuper de vous. Anorine remua mal à l'aise. Va montrer le palais à tes amis, Sélène. Quant à toi, ma belle Sténa, je souhaite te parler un bref instant. La jeune fille entraîna tout le monde à sa suite. Elle les guida jusqu'à un escalier qui permettait d'accéder au reste des lieux. Anorine, prudent dans l'attente de sa revenance, resta dehors. Il s'éloigna pour admirer le paysage, qui, du sommet du palais, dévoilait une impressionnante cité. L'oracle en profita pour s'approcher de Sténa. Il pencha une de ses faces sur son oreille. « Tu es sûr que tu ne veux pas m'offrir une dernière nuit ?» Tu t'arrangeras toujours pour survivre, vieux gredin. Peut-être à bord de ton bateau vers Asia, en souvenir du bon vieux temps. Ou jamais si je meurs demain. Te connaissant, j'en doute. D'où sort cet enfant, Sténa? Je n'en sais pas plus que toi. Nous l'avons croisé par hasard. Il n'y a pas de hasard. Toi aussi, tu as senti le potentiel de cette jeune fille? Il est prodigieux. Les lignes des futurs glissent toutes sur elle. Il n'y a donc rien à tirer de mes talents de prédiction. Pire, depuis qu'elle est dans ce palais, je suis presque aveugle du futur. C'est d'ailleurs la première fois depuis ma prime jeunesse. C'est une sensation très agréable. Comment expliques-tu son pouvoir? Je ne l'explique pas. Elle est en dehors du temps, peut-être même en dehors de cette réalité. Elle m'a dit que tu l'avais entraînée à l'attaque. Elle a l'air de bien t'aimer, Sténa. Nous avons commencé seulement. Pendant le temps où elle était au palais, je lui ai appris à se défendre aussi. Lever des boucliers, ce genre de choses de débutant, mais avec elle ça prend tout de suite des proportions prodigieuses. Elle pourrait être la plus puissante créature de ce monde si elle parvenait à contrôler sa magie. Elle est très erratique. Veille bien à l'avenir à ce qu'elle ne devienne pas dangereuse pour elle ou pour les autres. Si avenir il y a, les forces de l'Élysée approchent et les probabilités de fuite semblent limitées. J'entrevois toutefois une possibilité, mais elle risque... Qu'importe. Sélène a aussi du mal à se concentrer. Il faudrait qu'elle règle ses problèmes de cœur. La petite ne cesse de parler d'un garçon qu'elle aime. Oui, elle est amoureuse, touchante de naïveté. Dit Sténa. Le garçon qu'elle aime va venir ici cette nuit pour me tuer. Enfin, essayez. J'ai donné des instructions pour qu'on le laisse atterrir, mais le risque est grand que ce garçon meure ce soir. Le brouillard autour de Sélène m'empêche de voir clairement ce qu'il va se passer. Soyez donc sur vos gardes. C'est l'hôpital qui fait la chair et l'oreille. Chapitre 39, première. Voir clairement ce qu'il va se passer. Soyez donc sur vos gardes. Désabonne-toi. Non, ça, faut que j'ai à faire. Hein? Hashtag PLS. Ouais, là, c'est bon, non, c'est bon. Il s'est passé un truc? Vous êtes sûr, on enregistre pas un désabonne-toi? Désabonne-toi.
Ça, c'est un métier. Ah, moi, j'ai envie de le dire. Voilà.